Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique qui s'inscrit dans la série des émissions thématiques qui sont soutenues moralement et matériellement par le groupe d'assurance MMA, matériellement en aidant, en contribuant aux frais de cette émission et moralement en la faisant connaître auprès des employés du groupe et aussi auprès de ses clients. L'émission d'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à lui trouver un intitulé. J'ai pensé d'abord l'appeler « L'État vu par en dessous » ou bien la France d'en bas, la vraie France d'en bas. Finalement, pour le moment, je me contenterai de l'appeler « La France vue par un délégué du Défenseur des droits ». Et ce délégué du Défenseur des droits, c'est vous, Noël de Saint-Pulgent. Bonjour. Bonjour Philippe Meyer. Alors, je suis très heureux de m'associer aux remerciements et moi je vais citer plusieurs personnes qui permettent au Nouvel Esprit Public de vivre et de se développer et que je remercie. Jean-René Autelin, Noé Debré, Anne Dumontier, Gwénola Michaud et Tariq Khoury. Marc-Olivier Padis. Je remercie pour ma part Mathilde Soulez-Larivière, Éric Trottmann, Yann Buanik, Max Chinetti et Corinne Ledal. Et en ce qui me concerne, je remercie Alain Elouze, Josquin Vernon, Chris Poirier, Tariq Garidi et Violaine Nouvelle. Nous allons donc essayer d'éclairer un peu cette activité si particulière qui est la vôtre, Noël de Saint-Pulgent. Mais auparavant, donc je l'ai dit, vous êtes délégué du Défenseur des droits, vous l'êtes à Paris pour le 19e arrondissement. C'est un rôle encore méconnu dans notre société. Donc je rappelle que en 2014, Jacques Toubon a été nommé Défenseur des droits par François Hollande, que l'article 71.1 de la Constitution dit « Le défenseur des droits veille au respect des droits et libertés ». C'est donc une personne indépendante qui défend les droits de chaque citoyen de manière confidentielle et gratuite. Afin de parvenir à mener à bien cette mission, le défenseur des droits est appuyé par des délégués. Ces derniers peuvent aider un citoyen s'il a des difficultés dans ses relations avec les services publics, si les droits d'un enfant ne sont pas respectés ou, par exemple, s'il est discriminé. Les délégués du défenseur des droits accueillent, écoutent, orientent gratuitement tous ceux qui pensent que leurs droits ne sont pas respectés et ils sont aussi bien des informateurs où ils exercent un rôle d'information comme ils exercent aussi un rôle de médiation. Selon le rapport annuel d'activité en 2018, l'institution a reçu 95 836 dossiers de réclamation, soit une augmentation de plus de 6% par rapport à l'année précédente et de 13% sur les 2 dernières années. 80% des règlements amiables engagés par l'institution ont abouti favorablement. Et en outre, le défenseur des droits a répondu à 34 999 demandes d'information. Il a rendu 295 décisions, adressé 29 avis au Parlement et présenté à 108 reprises des observations devant des juridictions. Voilà pour le cadre général, mais venons-en, Noël de Saint-Pulgent, si vous voulez bien, au cadre particulier. D'abord, depuis combien de temps exercez-vous cette activité ? Alors, j'exerce cette activité depuis un peu plus d'1 an. Donc dans le 19e arrondissement de Paris, mais sachant que nous pouvons intervenir sur toute la France. J'ai effectivement des permanences, je tiens des permanences, 2 demi-journées, au point d'accès aux droits du 19e arrondissement de Paris. Un autre de mes collègues, Jean Launay, en tient également une journée entière, qui lui-même est un ancien professeur agrégé de droit et avocat. Et donc, effectivement, nous répondons en priorité aux demandes des citoyens du 19e, mais il nous arrive d'aller et de recevoir des gens venant de beaucoup plus loin.
Alors, vous êtes polytechnicien, vous êtes inspecteur général des finances honoraires. Je veux dire que vous avez plutôt vu en général la France, j'allais dire de haut, en tout cas dans sa globalité. Les problèmes que vous avez eu à étudier, à régler, sont des problèmes. Vous avez par exemple été la cheville ouvrière de la Coupe du Monde de football de 98. Je ne parle pas de son organisation sportive, mais de son organisation matérielle. Et notamment, vous avez présidé à la construction du grand stade, enfin devenu depuis le Stade de France et d'un certain nombre d'autres équipements. Bref, vous avez vu des problèmes d'une taille importante, et maintenant vous êtes confronté à des problèmes d'une taille, on peut dire, microscopique. Oui, en tout cas d'une taille tout à fait humaine, près des gens. Et je dois dire que c'est ce qui est extrêmement enrichissant pour moi encore, alors que malgré tout, j'ai 70 ans, je découvre énormément de choses. C'est humainement très enrichissant, en plus c'est intellectuellement stimulant. Parce que quand vous êtes confronté à des demandes qui peuvent porter sur n'importe quoi de la chose publique, soit beaucoup d'étrangers demandant par exemple une autorisation de séjour, soit des personnes qui ont du mal à avoir leur retraite, soit encore des enfants qui peuvent avoir des problèmes avec leur collège et tout cela, eh bien à chaque fois il faut trouver la réponse adaptée. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas, mais s'efforcer de trouver la réponse adaptée et puis trouver les moyens, quand c'est justifié, d'intervenir. Auprès de qui et comment. Alors, quand vous avez ouvert, si je puis dire, vos consultations dans le 19e arrondissement, qu'est-ce qui vous a d'abord frappé ? Ce qui m'a d'abord frappé, et ça effectivement c'est très en décalage avec ce que j'ai fait précédemment, je passais en gros du macro au micro, pour employer une expression simple, un peu triviale, c'est effectivement le nombre de problèmes se posant aux gens face à l'administration et face aux questions que nous avons à résoudre. Alors, quelquefois et bien souvent, ce sont des questions pour lesquelles il faut informer. Les gens n'ont pas compris, mais leurs droits ont été respectés. D'autres fois, il faut intervenir parce que on a le sentiment qu'une administration confrontée elle-même à toutes ces difficultés, et je n'apporte pas de critique, n'a pas bien tenu compte de la réalité du cas qui nous est proposé. C'est le nombre, effectivement, donc, de situations qui est apparu, et quelquefois leur caractère très tragique. Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais poursuivre sur cette question, sur ce que ces nouvelles fonctions changent pour vous de votre vision du service public. Si vous avez été à l'inspection des finances, vous avez eu une vision du service public effectivement avec une forte contrainte d'organisation. Vu depuis l'usager, qu'est-ce qui transforme le plus votre vision ? Et vous avez tout de suite fait allusion au fait que des gens pouvaient n'avoir pas compris une décision de l'administration, parfois en fonction du langage. J'étais très frappé. Récemment, j'étais en Alsace pour une rencontre avec les services de l'action sociale du département qui disaient qu'ils ont réécrit l'ensemble des formulaires et surtout des lettres qui sont envoyées aux bénéficiaires. Par exemple, il se trouvait que les personnes qui étaient bénéficiaires d'un minimum social, type allocation adulte handicapé, présentaient des recours au tribunal administratif parce qu'ils n'avaient pas compris la lettre, alors même que la lettre leur annonçait qu'ils avaient droit à ce qu'ils avaient demandé. Donc, il y a vraiment un problème de langage en particulier. Alors, vous avez tout à fait raison de le souligner, un problème de langage. Au-delà du langage proprement dit, il y a aussi un problème de compréhension de textes complexes avec des variations. Par exemple, les prestations données sous conditions de ressources, c'est pas toujours, on calcule pas les ressources suivant les différents organismes de la même façon. Donc des gens, moi j'ai constamment, notamment pour le RSA, des personnes que je crois de bonne foi, j'entends ce que l'on me dit, qui n'ont pas compris. J'en ai une, par exemple, qui effectivement est une femme qui a souffert dans sa vie, qui bénéficie du RSA. Elle a fait, n'ayant pas d'activité, elle a gardé des animaux. Elle n'a pas compris qu'elle devait déclarer ses ressources. Elle me dit, mais je n'ai pas de bulletin de paye, c'est comme ça, voilà. Donc il y a des gens de bonne foi, d'autres qui le sont moins. Il faut toujours, effectivement, avoir équilibré, qui ne comprennent pas.
et qui du coup sont confrontés à des décisions qui leur posent de gros problèmes. Parce que quand il faut rembourser des indus, plusieurs milliers d'euros, pour quelqu'un qui en gagne par mois à peine quelques centaines, puisque c'est ça la réalité, c'est évidemment très problématique. Alors il faut quand même souligner, cela ne me conduit pas à une critique des administrations tous azimuts, loin de là. Tous les services font des efforts, mais il y a encore effectivement des progrès dans l'organisation et surtout dans la façon dont on prend en compte les gens. Oui, que dans les services, il y ait beaucoup de gens qui fassent tous les efforts pour assurer un véritable service public, c'est votre expérience et nous n'avons pas évidemment aucune raison de la mettre en doute. Mais j'allais vous poser une question paradoxale et légèrement provocatrice. Marc-Olivier Padis parlait et vous avez confirmé son point de vue, du caractère difficile à comprendre de beaucoup d'écrits qui sont envoyés aux administrés. Mais avant ces écrits, il y a des lois, il y a des règlements, il y a des arrêtés, il y a des décrets, il y a des circulaires. Et j'allais vous poser la question, mais vous-même, quand vous les lisez, vous les comprenez ? Vous y arrivez ? Alors, je finis quand même par y arriver, mais quelquefois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Il faut d'ailleurs trouver le bon texte, le bon alinéa du bon texte. Et il faut souligner qu'évidemment, les administrations, bien souvent, font référence à l'article L, tant de tel code, mais sans citer cet article, sans dire, voilà, sans avoir une argumentation, on ne peut pas vous donner parce qu'à tel article, on dit que. On se contente de dire compte tenu de l'article, et ça, effectivement, c'est un niveau de difficulté. Marc-Olivier Padis. Oui, pendant la dernière campagne présidentielle, il avait été question de la bienveillance administrative. C'était quelque chose qui était dans le programme du président de la République, Emmanuel Macron, de dire qu'il fallait recevoir les administrés avec une sorte de présomption de bonne foi. Et finalement, ce sujet est resté un peu en l'air, mais ça pointait quelque chose quand même d'une culture administrative. Et comment est-ce que vous le ressentez ? Parce que moi, je n'ai pas de point de vue sur le sujet. Est-ce qu'il y a une espèce de mauvaise volonté, de soupçon ou de présomption de mauvaise foi du côté des personnels de guichet, c'est vraiment des fonctionnaires de guichet ? Comment est-ce que vous percevez la situation de ces fonctionnaires ? Alors, c'est effectivement la question fondamentale. Je ne perçois pas du tout mal, en règle générale, le positionnement de ces personnels. Alors, bien entendu, comme chez toute personne humaine, il y a les très bons, les très ouverts, et puis d'autres qui le sont moins. Mais je crois que c'est avant tout, essentiellement, un problème d'organisation et de relations. Tous les services publics se sont informatisés, les grandes caisses et tout ça, ont des systèmes informatiques qui, globalement, maintenant, marchent bien. Ça n'a pas toujours été le cas. Et pour l'administration, on le sait bien, c'était le premier objectif qui a concentré tous les efforts, c'est d'avoir effectivement des algorithmes, des logiciels qui fonctionnent et tout cela. Mais du coup, on en est souvent resté à cet aspect technique des choses. Alors, évidemment, si on va sur son espace client, on peut interpeller la caisse et tout cela. Mais le côté humain, et d'ailleurs, dans son dernier rapport sur la dématérialisation, Jacques Toubon, le défenseur des droits, l'a souligné. Là, il y a un véritable sujet. Le sujet est de deux natures. Il y a ceux qui maîtrisent mal l'outil informatique. C'est une première chose, et effectivement, on peut penser qu'avec le temps, et avec des aides qui sont apportées dans les mairies ou dans des associations, cela se fera. Encore faut-il en tenir compte. Mais il y a aussi le côté humain. C'est que vous avez effectivement des relations qui sont déshumanisées. Et c'est très difficile. J'ai assisté à plusieurs entretiens, effectivement, de mes réclamants vis-à-vis des agents de guichet, qu'on voit généralement au téléphone, parce que ne se voyant pas, on en assez rapidement, les uns et les autres, dans une réaction, sinon d'agressivité, du moins de défense, et le ton peut monter très vite, quelle que soit la bonne volonté des gens. Et c'est pas la faute de l'agent de guichet, mais c'est simplement qu'il n'y a pas auprès de lui de médiateur, de personnes permettant de faciliter les choses. Alors même chose quand on se déplace physiquement, les gens sont débordés, donc on reçoit les gens très vite, donc celui qui veut un peu s'expliquer, du coup il est assez rapidement, sinon rabroué, du moins on met fin à l'entretien. Et ça c'est un véritable problème d'organisation et d'humanisation sur lequel il faut penser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est particulièrement sensible aux réclamants, qui est que quand on s'adresse à un guichet, dans des situations qui sont généralement des situations graves ou des situations urgentes, on a souvent pour réponse « Ah non, c'est pas moi », sans qu'on vous dise
quel est le bon guichet auquel il faut s'adresser? Oui, ce qui se passe généralement avec les systèmes informatiques, quand quelqu'un se présente au guichet, donc il donne le numéro, son numéro vis-à-vis de, et on fait apparaître les caractéristiques sur l'ordinateur. La personne du guichet voit. Alors il voit des choses, mais il n'a pas d'autres connaissances du dossier. Il dit vous a répondu le 3 février, alors qu'on est le 3 avril. Mais j'ai pas reçu cette lettre. Écoutez, non, si certainement c'est parti, ou on vous a dit que, mais effectivement il n'a pas la capacité effectivement d'argumenter, ni même généralement, parce que c'est pas organisé comme ça, de dire adressez-vous. Il y a quand même des exceptions à monsieur un tel ou madame une telle. Bon, puisque justement on privilégie la relation informatique. Alors là, effectivement, c'est une question d'organisation. Et encore une fois, je ne mets pas en cause les agents pour qui c'est difficile de prévoir. Parce que l'usager rapidement se fâche, ça tourne, donc c'est une question difficile qui a peut-être pas été suffisamment prise en compte par les services publics. Je dois dire d'ailleurs que ceux qui ont l'habitude qu'on vienne râler, et je veux dire les services des impôts, sont probablement de ce point de vue un peu mieux organisés que les autres. Parce qu'ils ont l'habitude, ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils ont l'habitude d'avoir des contribuables, donc ils s'organisent mieux, mais dans d'autres, il y a effectivement des progrès à faire. Alors, je souligne quand même qu'il y a dans chacun de ces grands organismes des médiateurs, qu'on appelle médiateurs, conciliateurs, quel que soit le nom, et là, il y a des personnes, mais il faut les saisir. Elles ne sont pas physiquement là. Donc il faut les saisir et à ce moment-là, effectivement, elles arrivent et nous travaillons très positivement avec elles et je tiens à souligner leur qualité et leur écoute. Elles arrivent à régler quelques problèmes, à donner les explications voulues. Oui, mais encore faut-il savoir que ces gens existent et oui. On ne le saurait pas si vous n'étiez pas là. Et en réalité, se dire peut-être le moment serait-il venu que vous nous donniez quelques exemples des situations qui vous ont paru, qui vous ont le plus frappé parmi vos réclamants, celles qui ont été le plus problématiques, j'allais dire le plus spectaculaire, ce qui est un peu déplacé. Mais cependant, vous voyez ce que je veux dire, celles qui ont suscité le plus d'étonnement chez vous. Oui, alors je suis très bien entendu des cas en général, nous sommes soumis à la confidentialité, mais j'ai pu régler grâce à la médiatrice concernée, je ne dirais pas qui, le problème d'un agent, d'un Afghan, qui avait reçu la protection de la France, donc la protection de l'OFPRA, était venu avec sa femme et ses 4 fils. Alors j'étais d'autant plus sensible puisqu'ils ont l'âge de mes petits-fils, et plus d'1 an après, il n'avait pas droit aux allocations familiales, il ne recevait pas les allocations familiales auxquelles il avait droit. Bon, et je dois dire, ce qui m'a saisi lui-même est une assistante sociale. Je veux rendre hommage vraiment à ces travailleurs sociaux qui sont soit à la ville de Paris, soit auprès des associations qui se démènent beaucoup. Bon, on a pu régler l'affaire, mais ça durait depuis plus d'1 an. Cet homme qui était devenu cuisinier ou agent de restauration, il n'était pas cuisinier, mais dans une association, mais il avait beaucoup de mal à vivre et tout cela, et ça ne facilitait pas son intégration. J'ai eu quelques cas tragiques des personnes. Alors, par exemple, j'ai vu arriver une fois une dame venant du Bénin avec son fils en fauteuil roulant, dont le père était français et qui était venu pour le faire soigner parce qu'il était handicapé mental et moteur. Et cette pauvre personne, qui était rentrée avec un visa de touriste parce qu'elle était un peu désespérée, couchait avec la bienveillance des personnels dans le hall de l'hôpital Robert Debré, où était soigné son fils. Alors, il a fallu, tout d'abord, et l'assistante sociale, là encore, s'est démenée, lui le faire héberger par le SAMU social, et puis là, on a pu obtenir effectivement qu'il soit pris en compte au titre de l'aide médicale d'État. Il aura droit aussi à la CMU car il est français, mais en urgence, avant qu'on fasse la preuve et tout cela. Donc, on a beaucoup de cas de cette nature. J'ai beaucoup de cas, alors aussi, concernant des Français sur des taxes d'habitation, des taxes foncières sur lesquelles on arrive. J'ai eu aussi, et là, les services fiscaux ont fait preuve de bienveillance, mais ce n'a pas été simple, une dame victime d'un gourou emprisonné, qui a été fait de la prison, est sortie maintenant, et en fait, qui ne payait plus ses impôts parce qu'elle laissait sa fortune entre les mains du gourou escroc. Bon. Eh bien, on a pu négocier, alors on demandait, je ne sais pas, des sommes considérables, des dizaines de milliers d'euros. Bon.
C'était une infirmière indépendante. Bon, on a pu négocier effectivement un étalement des choses. Vous voyez, c'est des situations très humaines auxquelles il faut trouver des solutions qui ne sont généralement pas ni tout blanches ni tout noires, mais il faut trouver des choses qui soient supportables et qui soient humainement effectivement positives. Est-ce qu'il y a un type de problème qui se présente à vous plus fréquemment qu'un autre? Alors, il y a effectivement, alors dans le 19e, beaucoup de problèmes sur les aides sociales, notamment le RSA, mais ça peut aussi concerner son pendant, alors de la Caisse d'assurance vieillesse, qui est l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, ou alors effectivement, beaucoup de gens ne déclarent pas toutes les ressources, de bonne foi ou de moins bonne foi, et ensuite ils se retrouvent avec des indus. Il est tout à fait normal, encore une fois, que les organismes sociaux correspondants luttent contre la fraude. Ça, nous ne voyons jamais défendre de ce point de vue. Mais alors ensuite, il faut trouver, quand vous voyez quelqu'un qui a plusieurs milliers d'euros, encore une fois, d'indus qu'il doit payer, trouver des étalements, les formules qui permettent d'y arriver commodément. Voilà. Il y a aussi alors beaucoup de problèmes liés aux autorisations de séjour des étrangers, l'embouteillage effectivement des services qui font ce qu'ils peuvent. Encore une fois, je n'apporte pas de critique, nous devons intervenir parce qu'il y a des situations tout à fait difficiles. Bon, des problèmes avec la sécurité sociale aussi, mais on a de bonnes écoutes de la part des médiateurs pour faire prendre en charge une dame qui a des problèmes avec des frais d'accouchement, alors que je pense qu'effectivement, les indemnités correspondantes lui sont parfaitement dues. Et pour le moment, ce n'était pas encore réglé. Marc-Olivier Padis. Est-ce que vous avez des cas de mineurs isolés ? Alors oui, j'ai des cas de mineurs isolés. Je dirais, j'ai plutôt des cas de jeunes majeurs isolés. On a notamment des cas, mais qui sont, l'administration préfectorale y prête attention, de jeunes majeurs admis à l'asile et qui arrivent en France. Alors heureusement, il y a les associations, mais il faut très vite qu'on puisse leur donner des titres de séjour, sinon définitifs, du moins ayant une durée assez longue, pour qu'ils puissent travailler. Parce qu'évidemment, les employeurs l'exigent, c'est tout à fait normal, c'est la loi et tout cela. Donc on a des cas, sinon j'ai des cas d'enfants, pas très nombreux d'ailleurs, c'est une minorité qui peuvent avoir des problèmes, mais des mineurs isolés, je n'en ai pas eu véritablement jusqu'à présent. Est-ce que d'une manière générale, vous avez le sentiment que les personnes à qui vous avez affaire sont représentatives d'une sorte de plus grande solitude dans la société actuelle, qui ont des difficultés et qui auraient pu être prises en charge des temps plus anciens par de la solidarité familiale, ou ce n'est pas significatif ? Alors, effectivement, on est à l'ère des gens isolés par rapport à leur famille. Donc ça, c'est un fait, la solidarité familiale, mais qui joue encore dans beaucoup de cas, mais peut-être moins systématiquement qu'avant. Je tiens quand même à souligner, parce que ça, je l'ai découvert, effectivement, le rôle des associations, heureusement qu'elles sont là, qui s'occupent dans tous les domaines, qu'elles soient caritatives, qu'elles soient confessionnelles ou laïques, et ça, je dois dire, et je suis tout à fait surpris en bien par les travailleurs sociaux, généralement des femmes assistantes sociales, qu'elles soient de la ville de Paris, comité d'action sociale de la ville de Paris, qu'elles soient des associations qui se démènent avec la pugnacité féminine qu'il faut souligner pour que les personnes dont ils s'occupent aient l'autorisation de séjour, aient leur logement et des choses de cette nature. Et qui viennent nous voir avec souvent des topos très précis qui nous permettent d'intervenir plus facilement et plus rapidement auprès des institutions. Et ça, je tiens à leur rendre hommage, parce que c'était honnêtement un public avec qui, des hommes et des femmes, avec qui je n'avais pas l'habitude de travailler. Ça, je veux dire que je leur donne effectivement un grand satisfecit, et plus que cela. Est-ce que vous avez un exemple en tête pour nos auditeurs de cette intervention des services sociaux qui soient des Alors, j'en ai plusieurs. J'ai le cas de l'Afghan dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'assistante sociale qui est venue avec lui, me l'a signalé et m'a aidé à résoudre le cas. J'ai des cas aussi d'assistance sociale intervenant pour des personnes devant prendre leur retraite et les aidant à constituer leur dossier. Tout récemment, une dame qui est venue, là aussi avec quelqu'un qui avait besoin de papier, et cela posait un problème, et j'ai pu
pu donner un débouché, parce que là encore, elle m'avait donné tous les renseignements. Je dois dire, c'est presque hebdomadaire que j'en trouvais de nouvelles. Donc, bon. De toutes sortes, qui signalent des difficultés, qui aussi servent à leur niveau de médiateurs pour faire comprendre aussi aux personnes ce qu'il faut faire, quels sont leurs droits, mais aussi où ils s'arrêtent. Et c'est véritablement très, très important. Alors, il y en a, je trouve, le centre d'action, le CASVP, le centre d'action sociale de la ville de Paris, de ce point de vue, effectivement, fait beaucoup de travail. Mais, encore une fois, les associations privées également. C'est beaucoup d'actions communes. Et ça montre qu'à la base, dans ce pays, il reste un très grand élan de solidarité. Que les représentations officielles, politiques et tout ça, ne mentionnent pas, parce que ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre, mais qui le font avec tout leur cœur et puis leurs compétences aussi. Mais qui affrontent, et je voulais d'ailleurs vous demander quelle avait été votre réaction quand ils sont apparus en novembre dernier. Vous étiez déjà délégué depuis un peu plus d'un an, 6 mois. Vous avez vu arriver les Gilets jaunes, ça vous a fait quel effet? Oui. Enfin, ils ne sont pas arrivés dans le 19e. Non, ils ne sont pas arrivés parce que c'est plus des problèmes surhumains, mais là aussi, il y a certainement des gens qui ont des problèmes périurbains plutôt que suburbains. Là aussi, il y a certainement des gens qui sont en difficulté. Alors, il faut quand même souligner, nous avons plutôt effectivement un public de zones périphériques plutôt que périurbaines. Périphériques, mais urbaines, très urbaines même. Bon. Mais il faut souligner qu'il y a des délégués défenseurs des droits dans chaque département. Nous sommes au total 500, peut-être même un tout petit peu plus maintenant. Donc dans chaque département, alors évidemment, il y a des plus grandes concentrations forcément dans les villes, mais qui sont prêts à traiter les problèmes des gens dans leur relation avec l'administration. Alors, par ailleurs, le problème des Gilets jaunes, à mon avis, dépasse ce cap, et effectivement, c'est le problème, effectivement, d'une coupure ressentie, en tout cas, entre les élites, comme on dit, mondialisées, et puis le reste de la population. Marc-Olivier Padis. Comme vous avez parlé des centres communaux d'action sociale, vous avez affaire, quand vous traitez avec les administrations, à tous les niveaux administratifs, ce qui est communal, départemental, l'action sociale, souvent c'est départemental. Oui. Et puis, si vous avez affaire aux impôts ou à l'école, c'est finalement étatique. Oui. Est-ce que vous avez un regard différent sur ces différents niveaux de l'action? Parce que c'est un sujet qui est souvent débattu à l'échelle macro. Quelle est l'échelle la plus efficace de l'État? Est-ce que l'État est plus efficace à l'échelle locale? Est-ce qu'il faudrait décentraliser certaines choses? Est-ce qu'il faut que les départements gardent l'action sociale? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Alors, de ce point de vue, à Paris, les choses sont un peu différentes parce qu'on a deux grands types d'interlocuteurs. On a les services de l'État à Paris et les grands établissements publics de l'État, puisqu'on a des sujets avec la SNCF, pas très nombreux d'ailleurs, RATP et tout cela, et puis pour le reste la ville de Paris. Bon, qui est ville et département, donc on ne différencie pas cela. Peu de choses avec la région, donc c'est assez concentré. Alors, on a des relations avec ces organismes, il y a... moi je tiens à souligner par exemple, avec le rectorat, on se plaint d'éducation nationale, n'empêche que j'ai vu arriver à la rentrée dernière, un monsieur qui était manifestement réfugié politique, avec sa grande fille, et sa grande fille, à la rentrée, n'avait aucun... bien que manifestement elle voulait travailler, c'était des gens qui certainement s'élevaient par les études, on ne lui avait fait aucune proposition. J'ai appelé le rectorat, ça a été réglé dans les 15 jours, et alors je n'ai plus de nouvelles, mais je sais qu'ils étaient très satisfaits. On lui avait trouvé un lycée adapté, lui permettant de rejoindre effectivement le cursus français et tout cela. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Alors là, par exemple, c'était le rectorat, c'était l'État. Dans d'autres cas, effectivement, c'est la ville de Paris. On a les questions de logement qui sont très difficiles, parce que je pense notamment au DALO. Le DALO, qui est droit au logement, droit opposable. Le droit au logement opposable. Alors, c'est une excellente loi, à ceci près que ça reste effectivement quelque chose de théorique, puisque beaucoup de gens sont légitimement admis, ça les commissions font leur travail au DALO, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup plus de demandes qu'il y a de logements disponibles, donc les services gèrent ça comme ils peuvent, on arrive quand même à des résultats en signalant des cas particulièrement urgents et tout cela.
Mais ces cas particulièrement urgents n'auraient jamais pu aboutir si vous n'aviez pas été un intermédiaire. Et c'est ce qui me frappe dans ce que vous racontez. Je reprends l'exemple de ce père arrivé avec sa fille, cherchant à trouver un lycée et à s'intégrer et à progresser grâce aux études. Est-ce qu'ils s'étaient précédemment adressés à l'administration de l'éducation nationale avant de venir vous voir? Oui, c'est d'ailleurs un principe. On doit normalement toujours intervenir quand il y a eu une démarche préalable. Alors ensuite on l'applique avec souplesse, mais oui. Il n'avait pas d'ailleurs eu de réponse définitive et tout ça, mais justement il s'inquiétait parce que c'était juste au moment de la rentrée et rien n'avait abouti. Ils avaient fait ça pendant l'été, rien n'avait abouti. Et ça a pu être pris en compte et l'affaire réglée durant le courant du mois de septembre, donc à un moment où on pouvait encore rattraper effectivement pour l'année scolaire. Oui, ce qui veut dire que d'une manière générale, le fonctionnement normal des administrations a besoin, à partir d'un certain niveau, plutôt en dessous d'un certain niveau, de l'intercesseur que vous êtes. Alors, je le pense, c'est ce qui fait la richesse de ce métier. Nous sommes là pour mettre de l'huile dans les rouages, pour effectivement jouer un rôle d'intercesseur, voire de médiateur. Marc-Olivier Padis. Oui, je voulais vous poser une question sur les discriminations, parce qu'il me semble que ça fait partie des sujets que le défenseur des droits prend en compte. Tout à fait. Est-ce que vous avez beaucoup de dossiers ou de plaintes liées à des situations de discrimination? Alors, au début, les premiers mois, j'en avais assez peu. Maintenant, ça se multiplie, et vous avez raison de souligner, c'est une action à laquelle le défenseur des droits attache la plus grande importance. Et je précise, et c'est une difficulté, parce que jusqu'à présent, on a parlé des relations avec les services publics, donc qui sont généralement issus d'anciens services des médiateurs de la République. Aussi, le droit des enfants, mais c'est avec les services publics. Là, les discriminations, ça concerne tous les acteurs de la vie sociale, donc aussi les entreprises privées. Alors, effectivement, on a plusieurs cas. Qu'est-ce que j'ai récemment ? Alors je vais pas être précis, mais j'ai beaucoup de cas, par exemple, liés au retour de grossesse et aux difficultés que font les employeurs qui nous ont le sentiment qu'une femme qui aura des enfants. J'ai aussi un cas de discrimination pour activité syndicale de quelqu'un qui s'était fait licencier, il a gagné au prud'homme, mais on était là, on appuie. J'ai d'autres cas, j'ai des cas notamment pour vis-à-vis de l'emploi, alors là pour l'embauche, à cause de l'âge. Bon. Quelques cas de racisme. Il faut pas considérer aussi que c'est nécessairement systématique. Enfin, mais il y a quelques cas de racisme ou de discrimination pour conviction religieuse, qui est tout ça, au-delà du racisme, un critère de discrimination. Oui, il y a des cas de cette nature. Dans l'accès au logement, par exemple, vous voyez, parce que les agences immobilières en particulier sont sous... Dans l'accès au logement, pour ma part, je n'ai pas eu véritablement, peut-être un cas, encore c'était pas net, je n'ai pas eu véritablement de cas. Mais, effectivement, mes collègues rencontrent beaucoup de cas dans l'accès au logement, où en fonction du nom, du patronyme et tout cela, on décourage les candidatures. Pour ma part, je suis en train de réfléchir, puisque là, j'ai surtout des rapports avec les grands bailleurs sociaux qui ne le font pas, évidemment. Je n'ai pas de cas, mais ça peut tout à fait se trouver. Et ça se trouve, d'ailleurs. Pour comprendre les mécanismes, vous parliez de quelqu'un qui a été licencié, sans doute avec une raison falsifiée, enfin en tout cas frauduleuse, en réalité pour activité syndicale, qui va au prud'homme et qui gagne. Mais dans ce cas, pourquoi vient-il vous voir et qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce que... C'est une excellente question. Il est venu nous voir parce que un de ses collègues était dans une situation difficile, mais n'était pas encore licencié ou l'était, mais c'était au début du processus. Il est allé voir le service central du défenseur des droits qui lui a dit, il a parlé de ce collègue. Et ce collègue donc qui est venu me voir, qui avait été relancé, était effectivement en fin de procédure. Ce que nous avions envisagé à ce moment-là, c'est de dire, s'il y a appel,
eh bien, nous pourrons effectivement produire à l'instance. Bon. Ce qu'avait vu avec les services centraux du défenseur des droits. Bon, il était en fin de procédure, il a gagné. Mais je ne suis pas sûr qu'il n'y aura pas appel. Je crois même, enfin bon, je ne sais plus où ça en est, donc à ce moment-là, effectivement, on peut faire valoir effectivement les arguments qui nous paraissaient bons. Mais alors justement, s'il y a appel, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à la défense on peut ajouter, produire devant la cour d'appel, produire effectivement un document du défenseur des droits soulignant devant le juge ce qui lui est apparu. D'accord. C'est une espèce de chose. Pas tout à fait une expertise, mais c'est une forme d'expertise. Il y a avec effectivement à ce moment-là le label défenseur des droits. D'accord. Voilà. Alors je précise que ça, pour être présent dans les instances, c'est uniquement au niveau central. Les délégués ne peuvent pas le faire. C'est normal d'ailleurs. Il faut qu'il y ait une coordination, qu'on ne fasse pas. Voilà. L'autre exemple que vous avez donné, ce sont des femmes qui, en retour de grossesse, ne sont pas reprises par leur employeur. Ou sont découragées. Généralement, elles ne sont pas licenciées, mais elles sont découragées, on leur fait une vie impossible. Là aussi, quelle est votre marge de manœuvre ? Comme vous l'avez souligné, nous sommes des médiateurs, donc des compositeurs amiables au départ. Parce que généralement, ces personnes, elles recherchent effectivement que les choses se règlent, elles n'ont pas nécessairement dans l'intention de faire un procès immédiatement et tout ça. Donc on recherche effectivement la meilleure solution pour elles. Dans certains cas, effectivement, mais là aussi au niveau du siège, du défenseur central, il peut y avoir une plainte devant le procureur de la République pour signaler tel ou tel acte de discrimination, si l'importance des faits et l'impossibilité de les régler autrement apparaît. Mais la médiation a pu permettre de réintégrer ces dames dans ces femmes dans leur emploi. Je dois dire que je n'ai pas eu, j'ai un cas en cours, mais je n'ai pas encore de résultat. Donc, il faut attendre un petit moment. Mais bon, voilà, on essaye, on est là pour essayer. Marc-Olivier Padis. Quel est le type de retour d'expérience que vous faites avec vos collègues ? Est-ce que vous avez des échanges, mutualisation de bonnes pratiques ? Oui. Les délégués parisiens, nous sommes 25 sur Paris, je crois, ou à peu près 25, se réunissent une fois par trimestre, sous l'égide de notre animatrice, qui est très compétente, en plus qui a beaucoup d'empathie, qui suscite beaucoup d'empathie et tout cela, pour échanger entre eux. Donc nos expériences, on dit tel service ils répondent pas, donc on intervient quelquefois au niveau central pour dire écoutez, il faut quand même que vous preniez mieux en compte effectivement nos interventions, on nous donne des interlocuteurs et tout cela, donc ça c'est une première chose. On échange sur des jurisprudences, mais sur des cas qu'on a eus, les réponses qui ont été apportées pour que chacun en bénéficie. Et puis, nous avons des contacts à cette occasion avec les responsables du siège, le directeur territorial et puis les responsables thématiques des différents domaines. Qu'est-ce qu'il en est sorti pour vous comme image de Paris vue par les défenseurs des droits ou comme fait saillant ? L'image de Paris, ville ou... Non, pas la municipalité, mais l'image de cette population parisienne qui est celle qui constitue les réclamants. Alors, il est évident, et c'est normal, que les forces doivent être groupées dans les arrondissements où il y a le plus besoin de nous. C'est plus le 19e que le 7e arrondissement où je réside. Ça, c'est tout à fait clair. De ce point de vue, il y a une bonne couverture, je crois, du territoire. Mais alors, nous sommes très souples. Moi, je reçois des gens qui peuvent être dans le 11e, qui peuvent être dans le 18e ou le 20e, voire quelques-uns à Bobigny, Pantin, dans les communes limitrophes. Nous tenons nos permanences de droit bien déterminées, mais ensuite, on peut intervenir plus largement en fonction des personnes, ou alors transmettre le dossier à un délégué plus à même de le faire, car géographiquement plus proche. Vous avez 2 permanences par semaine. Oui. Vous pouvez nous raconter, sans entrer dans des détails qui permettraient d'identifier les réclamants ou ceux auprès desquels la réclamation doit être transmise, vous pouvez nous raconter vos dernières permanences ? Alors, oui. Alors, tout d'abord, donc on a 2 permanences par semaine, de 3 quarts d'heure par personne. Ce qui me fait, ce qui est déjà lourd, 8 personnes par semaine
Il faut traiter les cas, il y a quelquefois des absents, mais heureusement, bon, ça... Bon, alors, nous recevons, du fait quand même on ne peut pas, nous recevons sur rendez-vous. Très simple, on a un agent d'accueil dans ce point d'accès au droit, qui est très bien et qui, donc, il suffit d'appeler, qui donne un rendez-vous le plus proche possible et tout ça, entre mon collègue, M. Launay, et moi-même. Bon. Il faut dire aussi que le PAD, et c'est aussi, j'ai découvert ça, c'est un peu comme les maisons du droit, j'ai un point d'accès au droit, il y a des juristes de toutes sortes qui sont là pour aider les gens. Et il y a effectivement, notamment j'ai une juriste de très grande qualité qui m'envoie des gens. Non, ben ça, vraiment bon. Donc il y a tout un effet de synergie qui joue au niveau du point d'accès au droit. Alors, on rencontre des gens, alors c'est très varié. Un jour, j'ai eu un couple récemment, donc qui venait dont la dame qui était d'origine italienne mais mariée, c'était un couple d'artistes, n'arrivait pas à bénéficier de l'ASPA. Ce n'est toujours pas réglé. Vous nous disiez ce que c'est que l'ASPA. Ah oui, excusez-moi, on me baigne dans les sigles. L'allocation de solidarité personnes âgées. Bon. Donc, problème. J'ai eu un monsieur, alors qui était aussi réfugié politique, qui avait son passe Navigo, mais l'avait oublié. Et donc, la RATP l'avait logiquement sanctionné. Il devait payer 100 €, il n'avait pas le premier centime. Bon, mais j'ai pu vérifier qu'il avait bien son coupon mensuel, enfin son paiement mensuel, maintenant c'est plus par coupon, et qui correspondait bien au numéro du pass. Et je veux dire, la RATP a été particulièrement efficace. En 48 heures, exceptionnellement, ils ont annulé la sanction, même si c'est exceptionnel, parce qu'on doit avoir son pass Navigo sur soi. J'ai eu dans les mêmes circonstances, donc j'ai une dame d'Allo, qui a fait sa première demande il y a 13 ans, et qui est une garde d'enfants, qui habite à un 6e étage sans ascenseur, qui commence à prendre un peu d'âge, et qui, évidemment, comme on ne peut pas demander aux parents avec les poussettes et tout ça de monter au 6e, garde à domicile, et qui aimerait bien pouvoir, effectivement, sa demande soit satisfaite, qu'elle puisse recevoir chez elle, puisqu'elle souffre d'arthrose et tout cela. Voilà des cas très variés. J'ai eu aussi un cas de discrimination avec une dame, effectivement, retour de grossesse, et donc ce qui est en cours. Voilà, effectivement, vous voyez, c'est extrêmement varié. Est-ce que les gens s'expriment facilement ou est-ce qu'ils se méfient ? Alors, non, moi je n'ai pas de mal à ce que les gens s'expriment facilement. Alors, ils nous disent leur vérité. Est-ce que c'est toute la vérité ? C'est tout le problème qu'on doit aussi un peu démêler. Alors, il y a par contre, effectivement, des étrangers qui ont effectivement une certaine difficulté à s'exprimer en français. Ça, c'est un autre problème. Mais il vous semble que chez les gens qui s'adressent à vous, ils vous distinguent clairement de l'administration et ils ont intégré l'idée le rôle qui est celui du défenseur des droits. Oui, parce que, de manière plus ou moins précise, mais ils ont le sentiment, là, qu'il y a quelqu'un, c'est quand même une réputation de l'institution, qui est là pour vous défendre. Alors, il y arrive pas, mais donc ils viennent avec l'idée de se faire descendre. D'ailleurs, c'est tout à fait étonnant, parce qu'un certain nombre m'appelle maître. Pas avocat et tout ça. Voilà, donc ils ont quand même le sentiment qu'il y a. Alors ensuite, il peut y avoir tous les comportements. J'ai eu aussi 2 ou 3 personnes tout à fait agressives et désagréables. Ça fait partie du lot. C'est pas voilà. Bon. Mais et comme mes collègues, quoi. Voilà. Mais enfin voilà, ça fait partie de. Voilà. Tant qu'ils vous appellent pas votre honneur, c'est bon signe. Voilà, oui. Marc-Olivier Padis. Ce que vous décrivez, c'est souvent quand même des relations avec les services sociaux. Il n'y a rien qui concerne les rapports avec la police, par exemple. Alors, il y a dans les fonctions du défenseur des droits une fonction assez nouvelle, assez récente, qui est la déontologie de la sécurité. Et là, ce sont des questions qui généralement remontent au siège. Ce sont des questions très, très sensibles. J'ai eu 1 ou 2 cas, j'ai plutôt des cas effectivement d'amende qui apparaissent, qui sont des cas difficiles qu'on fait remonter. Alors on a beaucoup, c'est pas les rapports à la police, mais beaucoup. On a eu un temps beaucoup parce que les logiciels fonctionnaient mal, des problèmes sur. C'est pas que les logiciels fonctionnaient mal avec le nouveau forfait post-stationnement. Donc il y a eu beaucoup de contentieux, donc c'est pas encore réglé, mais ça s'améliore. Aussi avec l'Agence nationale des titres sécurisés, donc il y avait des problèmes, tout ça s'améliore. Là, il y a effectivement un certain nombre de problèmes techniques en voie de solution, mais qui restent encore à résoudre. Sur les problèmes de plainte de la police proprement dite, nous les orientons plutôt au siège. Je n'en ai pas véritablement eu. C'est pas voilà.
Et les problèmes de sécurité, les problèmes de voisinage. Moi, j'ai été frappé en discutant avec le commissaire de police de mon quartier, qui n'est pas qui est beaucoup plus favorisé que le 19e arrondissement, de la manière, c'était un commissaire qui revenait dans le quartier après l'avoir quitté pendant 5 ans et travaillé pour l'administration centrale, et qui me disait qu'il était frappé par 2 choses. L'une qui, je pense, ne concerne pas les défenseurs des droits, qui est le nombre de gens qui viennent et qui, quand ils n'ont pas une satisfaction immédiate, disent qu'ils ont le bras long et qu'on va voir ce qu'on va voir. Et la phrase qui revenait souvent, me dit-il, c'est « vous ne savez pas qui je suis ». Mais l'autre chose qui frappait, après donc 5 ans d'absence sur le terrain, ce commissaire de police, c'est la tension dans les relations de voisinage. Est-ce que cette tension et le sentiment d'insécurité, puis des petits cambriolages? Voilà. Alors, bon, chez moi, ils ne disent pas « vous ne savez pas qui je suis », parce que ça ferait éclater de rire. Ils sont, voilà. J'ai eu un cas que je peux mentionner, qu'on espère en voie de solution, j'en dirai pas plus précisément, mais c'était un cas à faire pleurer. Et je vois les gens autour de moi, la juriste qui me l'a envoyé me dit, j'en ai parlé à ma mère, elle en pleurait. Une dame en fauteuil roulant, qui avait un logement social au rez-de-chaussée, et qui était harcelée pour son handicap par des voisins, sans qu'on sache très bien qui. Bon. On lui avait porté une inscription « handicapé dégage » sur sa porte. On lui avait bloqué sa porte et tout ça. Et effectivement, là, la police ne pouvait pas faire grand-chose. C'était à l'intérieur d'un immeuble. Je veux dire qu'ils ont déjà suffisamment à faire sur la voie publique et tout cela. Et elle est venue nous voir, donc on a vu le bailleur social. J'espère que c'est en voie de solution. Mais on a des cas de cette nature. Normalement, les cas de voisinage ne relèvent pas de nous, sauf s'il y avait une discrimination. Mais 2 voisins qui se disputent, c'est du privé. C'est pas du public. Voilà. Donc, voilà. Oui, ça c'est le texte, mais qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de venir vous voir en vous disant « écoutez, je suis à bout du rouleau parce que mon voisin me harcèle, fait du bruit exprès ou je ne sais pas quoi d'autre ». Dans ce cas-là, vous le renvoyez, vous l'envoyez à la police? Non, on explique aux gens que ce qui relève du tribunal civil et tout ça ne relève pas de nous. Mais par contre, on peut leur dire, si c'est un bailleur social, écoutez, on va signaler l'affaire au bailleur social pour leur dire ce qu'on fait. Mais je dirais, comme c'est pas le bailleur social qui est généralement responsable. Dans le cas de madame, on cherche des solutions en mettant l'implication d'ailleurs du bailleur social, mais c'est pas le bailleur social qui lui envoie des détritus sur sa terrasse et tout ça. Mais ils font ce qu'ils peuvent d'ailleurs les bailleurs sociaux. Alors, quelquefois on leur dit faites plus et tout ça, c'est notre rôle, mais je dirais nécessairement ça s'arrête là. Sauf encore une fois s'il y a un critère de discrimination. Là on peut agir contre le privé. Dans le privé, pas contre le privé. Dans le cadre du privé. Marc-Olivier Padis. J'ai juste une question sur le fait vous faites cette activité à titre bénévole, je suppose. Oui. Ce sont des activités bénévoles avec simplement un défraiement de frais forfaitaires. D'accord. Je reviens sur un des grands problèmes, ce qu'on appelle la fraude sur les indemnités, enfin sur les minima sociaux en particulier. Il y a un grand problème qui est lié aux irrégularités de revenus des ménages. En réalité, comme dans le monde du travail, il y a énormément de contrats à durée courte et même très courte, puisque en France, les contrats à durée déterminée, les plus nombreux sont des contrats d'une journée ou parfois de moins d'une semaine. Et ce qui fait que, évidemment, les variations de revenus des ménages ou des individus isolés, des salariés, sont extrêmement nombreuses, puisqu'il y a des mois où vous travaillez 12 jours, et puis le mois d'après, vous travaillez 15 jours, et le mois d'après, vous travaillez 5 jours. Et donc, c'est très, très difficile à calculer combien on a droit comme indemnité complémentaire, par exemple, puisque ça varie en permanence. Mais alors ça, normalement, et d'ailleurs c'est bien fait, la CAF est un organisme très sérieux, rigoureux, mais sérieux. Les personnes doivent déclarer, je crois, chaque trimestre, le revenu, Donc, ils doivent faire figurer le revenu exact. Mais c'est là où il peut y avoir des malentendus. Moi, j'ai vu récemment un monsieur, plutôt jeune, mais pas encore très âgé, qui a eu des difficultés dans l'existence, donc qui touchait le RSA. Ses vieux parents octogénaires, sinon nonagénaires, lui versaient chaque mois un chèque de 500 €. Il a oublié de le déclarer. Il pensait que c'était
Il y a eu un contrôle qu'il a repéré, et donc il a un indu qu'il doit rembourser, ce qui n'est pas contestable. Ensuite, il faut trouver comment, l'étalement et tout cela. Voilà. Mais ce type de soutien privé est donc considéré... Là, en l'occurrence, ça c'est tout à fait clair, c'est considéré comme devant faire partie du revenu. Alors, toute l'ambiguïté, et c'est pas pour inciter effectivement à frauder, mais bon, ses parents lui auraient donné de la main à la main, on va payer, ça ne serait probablement pas aperçu, quelle que soit la qualité des contrôles. Mais là, il y avait chaque mois un chèque, on remettait un chèque, donc qui apparaissait sur son compte, et le contrôleur l'a relevé, et il a fait son boulot, ça. Mais ensuite, il faut trouver le moyen de... Voilà. Alors, beaucoup ont des choses de cette nature, ne le comprennent pas. Voilà. Oui, je pense qu'en effet, c'est un peu difficile à... Voilà. C'est un peu difficile mais c'est la règle, ça. Alors, on peut ensuite envisager de modifier la règle, mais c'est la règle. Et quand je disais, c'est pas très simple, qu'est-ce qu'il faut compter dans le revenu bon, voilà. Alors, précisément, vous venez de dire c'est la règle, mais on peut essayer de faire pression en tant que défenseur des droits en général pour l'amélioration, la modification, la révision d'une règle. Est-ce que c'est déjà arrivé à votre connaissance ? Oui, tout à fait. Ça, alors, au niveau central, le défenseur des droits fait couramment des observations sur l'application de telle ou telle disposition en demandant éventuellement la réforme de telle ou telle disposition. Et alors je n'ai pas d'exemple très précis, mais c'est tout à fait régulier. Et quelquefois, c'est tout à fait suivi des faits. Il y en a eu récemment dans le domaine du calcul de l'assurance maladie et tout ça, par les ministres. Donc c'est effectivement assez fréquent. Je disais tout à l'heure que le défenseur des droits et l'existence de ces délégués est encore méconnue et que, en fait, la connaissance du défenseur des droits se limite souvent à quelques dossiers particulièrement dans l'actualité ou particulièrement polémiques, notamment l'histoire avec l'utilisation de certains engins par la police. Est-ce que, d'abord, vous êtes d'accord avec cette vision des choses et est-ce que vous pensez qu'il y a nécessité de mieux faire connaître l'existence de ce défenseur des droits ? Il y a certainement nécessité, il y a toujours nécessité de mieux faire connaître l'existence du défenseur des droits. Je crois quand même que les choses progressent, et elles progressent beaucoup, il faut quand même souligner, grâce à l'action très positive et très dynamique de Jacques Toubon, qui donc effectivement est intervenu tout à fait clairement sur un certain nombre de dossiers, et l'institution se fait mieux connaître, on est invité à en faire la promotion, donc elle est quand même connue des acteurs sociaux, moins du grand public, mais je vois quand même beaucoup de gens qui viennent, on nous a dit que, voilà, donc il y a une forme de bouche à oreille qui fonctionne, évidemment il faut encore progresser. Ouais, probablement il est souhaitable que ce soit... Il y a peut-être un moment où il vaudrait mieux que ça ne soit pas trop connu si vous ne voulez pas être tous débordés, qu'au fond le filtre par les acteurs sociaux... Nous ne coûtons pas très cher, à la collectivité, donc on pourrait... Mais les journées, donc 24 heures... vous avez coûté d'autres à ce moment-là. Les journées font 24 heures, on a quand même des semaines, c'est ce qui m'a surpris, c'est que je pensais que je doublerais simplement dans le temps de travail chez moi auprès des administrations. Les permanences, c'est beaucoup plus, en fait. Il faut travailler, trouver des arguments, voilà. Oui, c'est-à-dire que, grosso modo, pour 2 demi-journées... On est plus qu'à mi-temps. Enfin, ce qui me concerne, peut-être pas très rapide dans le maniement de l'ordinateur et tout ça, qui est quand même notre moyen le plus important maintenant de contacter les différents services. Alors, j'ai dit tout à l'heure, vous aviez, jusqu'à l'âge de la retraite, vous avez été un haut fonctionnaire, vous êtes inspecteur général des finances honoraires, vous avez donc vu l'administration, je dirais, par le haut. La voyant maintenant par tout à fait en bas, qu'est-ce que vous retenez comme enseignement ? Vous avez dit la qualité des agents, mais c'est sur le fonctionnement que je voudrais surtout vous interroger plus que sur les personnes. Je crois qu'il faut que, comme tous les organismes, l'administration fasse complètement sa mue des nouvelles conditions d'exercice, qui privilégie évidemment la dématérialisation, mais considérer qu'il y a d'abord toute une partie de la population qui est âgée, qui a du mal à s'y faire, et au-delà de cela, tenir compte que ça doit engendrer des rapports humains différents. Je vais prendre un exemple très concret qui vaut ce qu'il vaut, mais dans mon supermarché, à côté de chez moi, il dématérialise les caisses, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de caissières. Mais il y a tout le temps dans le magasin des gens prêts à aider
les personnes qui ont des difficultés avec la caisse automatique. Et on a donc tout ça. Il faut qu'il y ait ce type de réaction. Que les gens n'aient pas le sentiment de s'adresser à un mur, même virtuel. Donc ça me paraît très important. Marc-Olivier Padis. Oui, je voulais revenir sur un sujet de... Il faut savoir si vous rencontrez ce type de cas dans les déclarations que le président de la République a faites dans les suites du grand débat. Il a suggéré, il a indiqué une initiative qui concerne les pensions alimentaires. Oui. Terra Nova, on avait publié une étude justement qui montrait qu'en France, 40% des pensions alimentaires ne sont pas versées. C'est-à-dire des pensions alimentaires qui ont été décidées par un juge ou à la suite d'une procédure plus ou moins formelle. Voilà. Et ça touche un public très particulier parce que c'est souvent des femmes, du coup, qui sont seules pour élever leurs enfants, qui ne touchent pas cet argent. Et souvent des montants de pensions alimentaires qui sont assez modestes, mais pour des ménages dont les revenus sont aussi très faibles. Est-ce que vous voyez ce cas assez fréquemment ? Je l'ai vu déjà au moins à 3 reprises, à peu près. Effectivement, je me félicite de cette mesure. Il y a effectivement des femmes qui sont complètement délaissées. Les maris sont condamnés mais ne payent pas. Alors, comme ils se débrouillent mal avec la justice, ils n'arrivent pas. Quelquefois, d'ailleurs, le mari est insolvable. Alors, il y a déjà une possibilité, par l'intermédiaire de la CAF, qui peut se substituer. Mais c'est une procédure lourde et assez compliquée, donc je me réjouis effectivement de cette mesure. C'est un vrai sujet. On peut le dire, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai beaucoup de mères qui sont séparées, divorcées, et qui sont effectivement dans une situation de cette nature, avec des enfants, effectivement, dont on n'arrive plus à assurer, effectivement, la survie. Le soin. Arnoël de Saint-Pulgent, nous sommes arrivés au terme de notre conversation, et avant de vous remercier, je voudrais vous interroger sur la situation de la formation, sur la formation des hauts fonctionnaires. On supprime l'École nationale d'administration, du moins c'est ce qui a été annoncé par le président de la République. Et par quoi la remplace-t-on, de votre point de vue, qui avait parcouru les différents échelons de la haute fonction publique, qui n'êtes pas énarque, mais polytechnicien, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, et comment la réalité sociale dont vous êtes aujourd'hui le témoin et le médiateur, comment peut-elle être présente dans la formation des futurs hauts fonctionnaires ? Alors, je dois dire, je vais m'exprimer très franchement, que n'étant pas énarque, je peux le dire d'autant plus facilement, mais marié à une énarque, que je suis assez choqué, effectivement, de ces critiques que l'on fait aux fonctionnaires en général et à l'ENA en particulier. Moi, ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est des hommes et des femmes dévoués, loyaux, quelle que soit la majorité, on a vu beaucoup d'alternance, qui donc obéissent à leur ministre, et qui le font en ayant des rémunérations souvent bien inférieures à ce qu'ils auraient dans le privé, mais qui le font par sens de l'État et du service public. Donc je trouve que c'est un peu facile de leur faire porter le chapeau. Et entre nous, ces personnes montrent effectivement la qualité de leur engagement et leur dévouement, parce que on attaquerait telle autre catégorie de fonctionnaires, immédiatement il y aurait des rassemblements et tout ça. Là, les fonctionnaires, je crois, ne lâchent pas ne posent pas leur stylo, plutôt pour prendre une expression plus moderne, ne lâchent pas leur clavier. Bon, il faut quand même déjà le souligner. Bon, alors évidemment, il y a toujours la confusion entre le haut fonctionnaire devenu homme politique, mais qui n'est pas l'essentiel des énarques et tout ça, et puis les autres. Donc on dit, quand on critique les énarques, on critique aussi ceux qui sont effectivement passés de l'autre côté de la barrière politique, mais ce sont souvent ceux-ci aussi qui ensuite critiquent l'école qui les a formés. Donc alors pour autant, je suis tout à fait d'accord à dire qu'il faut toujours améliorer les choses. Et qu'il faut effectivement que les hauts fonctionnaires représentent mieux les diversités sociales, même s'il faut quand même souligner, quand il concerne l'ENA, il y a quand même le concours fonctionnaire, le 3e concours, c'est quand même des choses un peu différentes. Pardon, mais vous ne répondez pas à ma question. Oui, alors, reposez-la. Je la repose. Je vous la repose même plus personnellement. Aujourd'hui que vous avez vu depuis un an que vous êtes délégué du Défenseur des droits dans le 19e arrondissement, que vous êtes en contact quotidien avec une certaine réalité sociale et que vous vous efforcez d'agir sur cette réalité sociale, qu'est-ce que vous pensez qui vous a manqué dans votre formation de haut fonctionnaire ? Alors,
c'est certain que on devrait imaginer, je l'ai d'ailleurs dit bien avant tout ça à Jacques Toubon, qu'il y ait des périodes, alors chez le défenseur des droits ou dans des institutions analogues, effectivement, où les hauts fonctionnaires verraient véritablement ce qui se passe au guichet seraient amenés, donc ces fonctions de médiation sont utiles de ce côté-là, et verraient effectivement l'application concrète des choses sur le terrain. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait faire mieux. Alors, ceux qui vont dans le domaine social peuvent le faire, mais c'est pas systématique, effectivement. Et ça, je crois qu'il faudrait effectivement que ça soit plus systématiquement intégré dans le parcours du haut fonctionnaire. Il y a des propositions en ce sens, mais qu'effectivement, de ce point de vue, j'appuie tout à fait. Noël de Saint-Pulgent, je vous remercie. Je rappelle que cette émission thématique, comme l'ensemble de notre série thématique, est soutenue matériellement et moralement par la compagnie d'assurance MMA. Nous avons préparé cette émission avec Charlotte Montier. Elle est enregistrée au studio L'Arrière-Boutique par Adrien Beccaria. Le site est maintenu par Nicolas Tourneau. Notre conversation est transcrite par Benoît Carré et c'est Julien Neuville pour Nouvelles Écoutes qui produit l'ensemble de nos émissions et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission thématique.